Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. On va fournir l'interprétation simultanée pour ce webinaire. Si vous voudriez avoir l'interprétation, vous faites cliquer sur le bouton en bas de l'écran à l'interprétation, et puis anglais ou français. Bonjour, je m'appelle Tyler Ricken, je suis le directeur gestionnaire de l'Institut de politique agroalimentaire. Je participe dans le webinaire de le Québec de l'Ouest des territoires traditionnels d'Anishinaabe à Algonquin, NCD. Si vous joignez, alors on voudrait vous demander de réfléchir sur la réconciliation pour prendre des pas nécessaires pour avancer la réconciliation d'une manière très forte avec les relations des Inuits, des Métis et Premières Nations. La mission du CAP, c'est mener les développements de politiques, collaborer avec les politiques dans le secteur agriculture, avec les partenaires divers pour fournir cette mission. Nos partenaires de perspectives différentes sont là pour avoir le dialogue dans les problèmes agroalimentaires. Aujourd'hui, on est un partenaire avec les petites associations des petits transformateurs, SSFPI et les autres partenaires qui travaillent pour cette politique. L'Association des transformateurs alimentaires à petite échelle, c'est l'organisation publique qui répond aux problèmes qui se passent, auxquels les entrepreneurs se passent. Je voudrais introduire Sandy Mark, le premier intervenant, la cofondatrice du programme des femmes de l'Association des transformateurs alimentaires à petite échelle. Elle travaille partout au Canada pour s'adresser que les entrepreneurs intersectionnels ont l'accès pour le capital et puis les finances, et ils travaillent partout dans le Canada. Pour cela, Sandy, merci pour votre support, le partenariat. C'est à vous. Merci, merci vraiment. Partagez. Oui. Je suis heureuse d'être ici ce matin. Je suis heureuse d'être avec tout le monde ici. Bon, j'ai besoin de voir les diapos de mouvoir. Aujourd'hui, on va parler sur des thèmes suivants. Le chemin qu'on fait auprès de notre compréhension de comment supporter les petits opérateurs qui essaient de porter les produits alimentaires à nos tables. On l'appelle le noyau manqué. Le par-milieu manqué. Notre association prend le souci de comment supporter des gens qui veulent créer des produits alimentaires, que le mettre dans notre système alimentaire. Et ce qu'on trouve, c'est le suivant. Il y en a un grand défi de le faire. De la part de notre inception, de l'association des transformateurs alimentaires à petite échelle, on vient de comprendre que c'est un défi. On fait toutes les choses possibles. On travaille avec les partenaires, toutes les choses possibles pour le faire plus viable pour ces entrepreneurs. Quand on comprend que pour le faire, il y en a des choses qui manquent. Ce qui fait des choses difficiles pour des membres de faire du bien. Et puis, on vient de recruter un cercle de recherche pour nous assister. En 2020, on a demandé les universités canadiennes pour faire les recherches, le secteur de recherche mené par Carleton University. Irina va y parler aujourd'hui. C'est une des chercheurs. Et puis, on travaille auprès de Quatling, Dr. Frank Molinik, qui va parler aussi à vous ce matin. On voudrait reconnaître aussi bien le support qu'on vient obtenir de la part du gouvernement du Canada dans le programme de l'égalité des genres et des femmes et le conseil qui vient de nous fournir le support pour le faire possible pour nous pour faire ce travail de recherche. Alors, il y en a quelques problèmes de politique qui étaient identifiés et certaines lacunes qui étaient identifiées qui faisaient toutes ces difficultés. Premièrement, l'environnement des politiques qui supportent les entrepreneurs, il manque les opérateurs à petite échelle au niveau fédéral spécialement. On vient d'essayer sur le niveau provincial, mais c'est difficile de le faire partout dans le pays. Un grand problème, c'est le financement des opérateurs et puis de l'infrastructure. Et aussi bien, un grand problème auquel on fait face, c'est le manque de l'infrastructure régionale de production.
Ça s'était démontré pendant quelques années passées, comment le système vient d'être consolidé. On vient de prendre soin de considérer ce qui est le noyau qui manque, ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on pourra faire de résoudre ces problèmes. Alors, le noyau qui manque, c'est comme ça. Nous avons d'un part les gens qui mangent, les mangent peut-être des produits qui sont plus nutritionnellement denses qu'il en faut, et de l'autre part les producteurs. Et en mi, c'est le pouvoir de concentration du marché, ce qui fait l'embouchure. Ce qui fait un problème. Et ça résulte dans des systèmes disproportionnels de production et de distribution des produits alimentaires. On n'a pas assez des possibilités de transformation de l'infrastructure, spécialement dans les zones rurales, et puis on a l'augmentation de nécessité de capacité de procession. Bon, pourquoi est-ce qu'on parle de cela maintenant? On vient d'y parler entre nous et puis partout dans le pays pour bien du temps, mais c'est maintenant un bon temps de parler d'une manière plus haute parce que ça pose des grands défis auprès de notre système alimentaire. Les chaînes d'approvisionnement se sont montrées d'être vulnérables au changement de climat, à des désastres climatiques, pour la pandémie, à toutes les choses qui se passent dans le monde. Et, ces chaînes d'approvisionnement, ils ont une structure au Canada et partout dans le monde qui n'est pas sécuritaire. C'est le temps de l'action pour rebâtir les systèmes régionaux. Ça va nous donner le bénéfice pour augmenter les possibilités de sûreté agroalimentaire régionale, pour les produits d'être disponibles pour les Canadiens et aussi pour la distribution internationale. On pourra bâtir les systèmes agroalimentaires pour bâtir pour avoir des lieux de travail, pour rebâtir les infrastructures et pour augmenter les capacités rurales. Mais pour le faire, pour rebâtir d'une manière correcte, il faut chercher ce noyau qui manque. Et puis, on vient de reconnaître qu'on vient de faire un travail par Robert Bay, qui est Rod McRae, qui est le professeur de l'Université de York, qui vient de nous inspirer vraiment de penser de ce problème. Alors, pour aller en avant aujourd'hui, avec notre webinaire, je voudrais vous introduire Dr. Kent Mullinix, c'est le directeur de l'agriculture durable et sûreté agroalimentaire à l'Université Polytechnique Quentin. Il a fait un grand travail pour nous assister à comprendre tous ces problèmes. C'est à vous. Merci. Très bien, bonjour tout le monde. Un grand plaisir d'être avec vous, tout le monde. Je viens de la part du territoire non cédé traditionnel de la nation Suite, des côtes de l'ouest de l'île de Vancouver. Je voudrais partager l'écran et je vais commencer. Oui, voilà. Je voudrais commencer par reconnaître que notre système agricole, c'est la fondation de durabilité. On ne peut pas avancer avec le système durable des produits alimentaires sans cela. Et on a un problème. Maintenant, le système agroalimentaire n'est pas soutenable du tout. Et quand on essaie d'avancer dans notre système agroalimentaire et la durabilité, il y en a beaucoup de débats dans ce cours, dans quelle direction il faut aller, on pourra aller et qu'est-ce qu'on pourra faire pour joindre les systèmes durables. Alors, les économies, le point significatif des points de débat sont l'échelle et les économies. Moi, je crois que le suivant. On pourra régionaliser les systèmes alimentaires et puis on va exporter la conception d'organiser des systèmes sur la base biorégionale. Et puis, je vais parler pourquoi dans un moment, mais juste pour vous laisser savoir que on a réussi, on a publié des papiers sur comment délimiter les biorégions et pourquoi on pense que c'est une bonne mode de pensée. Pratiquement, les biorégions, ce sont des zones qui sont similaires pour topographie, qui s'appliquent aux cultures humaines et agriculture. On croit que les systèmes alimentaires biorégionaux doivent être avancés.
parce qu'ils opèrent auprès des capacités environnementales des lieux. Et ils vont en respect des attributs écologiques des lieux aussi bien. Ils opèrent aussi pour les bénéfices des communautés locales auprès des régions biorégions. On ne suggère pas que le système alimentaire de biorégion, ils vont supplanter complètement celles nationales ou transnationales comme les systèmes alimentaires, mais les systèmes biorégionaux alimentaires, ils vont opérer avec un bon bilan auprès des systèmes nationaux. Et puis, on espère que les systèmes régionaux ce seront plus petits, comme les transformations plus petits, les chaînes d'approvisionnement, les exploitations agricoles au niveau plus petit. Et ce sera bon pour l'environnement des lieux où on habite, pour y ajouter la durabilité. Et puis, pour prendre les avantages des chaînes alternatives et puis de régionaliser les systèmes, ça peut et ça sera pour les bénéfices significatifs importants pour le développement social et puis économique des régions. Et moi, je crois que quand on fait régionaliser les systèmes alimentaires sur le niveau biorégional, ça va conférer l'adaptation et résilience de notre système alimentaire. Je veux parler un peu en ce qui a trait les systèmes biorégionaux alimentaires, le travail qu'on vient de faire pour déligner le potentiel des systèmes biorégionaux alimentaires. On vient d'identifier 7 biorégions auprès de la Colombie-Britannique au Canada. Et comme je viens de dire, chaque de ces régions, ils sont basés sur la culture et sur la topographie et sur la vie des plantes et des animaux, et puis des régions écologiques. On vient de développer une méthode pour faire la délinéation des productions potentielles alimentaires et de suivi environnemental. Pourquoi le système biorégional est mieux? Parce qu'on voudra faire mouvoir le discours du local versus transnational de la part du royaume de rhétorique et vers le royaume d'être informé et de réalité. On vient de développer le modèle computationnel numérique pour faire la session des capacités de l'autosuffisance pour les régions en alimentation, dans nos cas les biorégions. Et on vient de faire l'évaluation de l'augmentation potentielle pour les marchés locaux. Et puis, si on fait ça, si ça va augmenter la résilience, les bénéfices pour créer des lieux de travail, l'autosuffisance et comment on pourra mitiguer certains défis environnementaux dans le processus. Ce système alimentaire et ce méthode de modélisation, ça incorpore bien des choses, des modèles de modélisation, modèles d'optimisation, qui va alloquer finalement les terres pour produire l'alimentaire pour satisfaire les nécessités alimentaires de la population dans les biorégions. Et puis, on va le coupler après avec le modèle input-output, entrée-sortie provinciale, pour faire la cession de l'impact régional dans les produits alimentaires. Et puis, je voudrais dire que les modèles qui sont générés, ce n'est pas le modèle prédictif. Ça, c'est utilisé tout simplement pour l'exploration. Et voilà, c'est l'illustration des modèles computationnels. C'est une relation très complexe avec des entrées, avec des sorties du système, et on n'a pas du temps d'aller dans tous les détails, tout simplement. Il y manquera du temps. Mais juste pour vous laisser savoir que beaucoup de données viennent rentrer pour faire les comptabilisations, pour les possibilités de l'autodépendance sur les produits alimentaires. Puis, quand on fait marcher le modèle avec tous les calculs, on vient de faire l'évaluation des résultats.
des systèmes modélés, des systèmes alimentaires avec les indicateurs. Et puis, ici, c'est la liste des indicateurs que vous voyez à l'écran, ceux qui étaient utilisés pour faire l'évaluation des systèmes potentiels régionalisés alimentaires. Je ne vais pas y parler en détail parce que on n'a pas du temps, pas assez du temps, mais dans toutes les régions, les indicateurs puissent être choisis et puis les indicateurs puissent être évalués. Les indices sont là et ça dépend de ce qui est important pour la région. On vient d'entretenir les études de ces outils dans les biorégions du sud-ouest de la Colombie-Britannique. C'est là où Metro Vancouver se situe. La population est très dense dans cette biorégion, mais aussi bien, on a plein de l'agriculture durable et Fraser Valley et Metro Vancouver, ce sont les zones majeures agriculture du Canada. On a fait les études similaires dans le biorégion de Okanagan, ce qui vient de se trouver à côté de la région du sud-ouest, du sud de la Colombie-Britannique. Ces deux biorégions, elles sont les deux biorégions majeures en agriculture dans la Colombie-Britannique et du Canada aussi. Avant qu'on partage tout cela avec vous, je voudrais que vous sachiez le suivant. Les résultats de ces études de modèles, elles sont disponibles pour le site web des systèmes alimentaires durables. Et pour chaque de ces études, on vient de produire en dépliant un report en plein et on peut le télécharger. Et puis, je vous encourage tous d'y jeter un coup d'œil. On vient d'écrire ces rapports dans des termes moins techniques pour que l'information soit accessible pour les politiciens, qu'ils agissent sur cela. Mais on a aussi les briefs de recherche, des mémorandums de recherche, ce qui fournit la part méthodologique, technique de l'information et de recueil des données. Puis, on vient de produire aussi un brief de politique pour supporter, dans ce mémoire, pour supporter les résultats de ces études en termes d'avancement et de les faire avancer. Tous ces sommaires sont disponibles aussi en ligne. Quand on fait marcher ces modèles, quand on essaie de les faire marcher, on crée des scénarios du futur. Disons, futur préféré ou un futur considéré en ce qui a trait les systèmes alimentaires. Et cela nous permet de faire ce que bien on appelle de chez nous l'analyse. Qu'est-ce qui se passe si? Alors, qu'est-ce qui se passe si les compléments de production se changent, les terres se changent? Qu'est-ce qui se passe si la population se change? Qu'est-ce qui se passe si? Alors, quand on fait marcher ce modèle sur la base des computations, sur la base de toutes ces compilations, on fait l'analyse tout simplement de qu'est-ce qui se passera si, et avec l'application des scénarios futurs. Je veux parler spécifiquement de biorégion de Okanagan, modélisation de l'étude de modélisation pour faire illustrer les résultats. Les résultats de l'application de ce modèle, de ce que le modèle vient de produire. On vient de modeler les systèmes contemporains alimentaires en se basant sur les résultats du census agriculture du données de 2016. Et juste pour avoir la ligne de base de comparaison, la production et puis la production de produits alimentaires et les économies et les résultats. Puis, on va y modeler des systèmes futurs en se basant sur les population, la quantité de population en 2015-50 par les régions biologiques. Et puis, on vient de modeler l'agriculture comme toujours, bon, comme on faisait toujours, comme c'était en 2015. Puis,
le modèle de diminution de la quantité des terres agricoles disponibles en 2050 avec l'anticipation de l'augmentation de population. Puis, on vient de faire une modélisation des systèmes régionalisés en 2050 avec le changement de production, avec l'intention de maximiser l'autodépendance des régions sur les produits alimentaires. Les Okanagan de la Colombie-Britannique, c'est aussi, comme je viens de dire, c'était un des régions majeures agricoles. C'est un de production des arbres décidus du Canada, les pommes, d'autres fruits, et puis le viniculteur, c'est important. C'est la région de viniculture, très important pour le Canada et c'est important pour l'exportation. Et puis, on vient générer beaucoup de revenus de la part des régions biologiques pour le pays. Aussi bien, on vient de modeler, maintenir le marché de l'exportation, aussi bien comme la part du système, on vient de modeler les changements des régimes alimentaires des personnes locales et pour faire l'expansion des terres agricoles. Tous ces exemples pour vous donner les idées des permutations différents de futurs possibles qu'on pourra modeler en utilisant ces outils qu'on vient de développer. Alors, pour partager avec vous un tout petit peu nos résultats. Avant tout, pour vous laisser savoir, en se basant sur nos calculs de diète canadien, ce qui est à la base de ce modèle, le maximum théorétique de l'autonomie alimentaire pour des régions, ça monte jusqu'à 77% et le reste, le pourcentage, ce sont les produits alimentaires qu'on ne puisse pas produire au Canada ou que déjà on ne consomme pas au dehors du saison. Alors, l'unique possibilité pour joindre l'autonomie, l'autosuffisance alimentaire, pour avoir en ayant les 77%, pour l'augmenter, c'est seulement pour changer les diètes. Par exemple, pour manger plus des produits saisonniers. Et puis, par exemple, si vous voudriez acheter d'autres produits, alors on les achète d'ailleurs, manger des bananes, etc. Ce qu'on vient de trouver, c'est le suivant. Contre le maximum théorique du niveau de l'autosuffisance alimentaire de 77% dans la région Okanagan, on a eu plutôt 38% de l'autonomie alimentaire, mais c'était calculé à peu près des assumptions très importantes. Les assumptions, c'était que tous les produits alimentaires produits dans les régions, avant tout, ils sont vendus et consommés dans cette biorégion. Non, c'est que ce n'est pas le cas. Mais il nous a fallu de le faire, car au Canada, on n'a pas le système de suivi de combien des choses produites localement sont consommées d'une manière locale aussi bien. Alors, l'unique possibilité de faire les calculs de l'autosuffisance alimentaire contemporaine, c'est faire l'assumption que toutes les choses qui sont produites dans les biorégions, ils sont préférentiellement aussi consommées dans les régions. Je voudrais essayer d'estimer que bien le niveau vrai de l'autodépendance alimentaire, c'est demi de ce que bien les calculs sont. Je voudrais supposer. Puis, on va aller vers le scénario de 2050 auprès de l'augmentation de population. Si l'agriculture continue d'être telle qu'elle, alors les dépendances des agriculteurs, de produits de l'agriculture va diminuer vers 33%. Si toutes les choses vont comme ça, si on perd du terre, alors 28%. Et puis, c'est diminution même de plus. De plus, c'est la relation entre population et la terre disponible pour produire de l'agriculture. Puis, on vient de voir comment la terre est utilisée pour produire les produits alimentaires locaux pour de l'économie bio-régionale. Et puis, alors, on va doubler les quantités, l'autonomie alimentaire, ça vient vers 60% presque. Et puis, si on vient de faire les calculer, si les secteurs vont être maintenus sur les niveaux tels quels, et si le système régional soit développé, alors 66% niveau
l'autosuffisance alimentaire puisse être rejoint. Et si la terre sera augmentée, alors le marché et l'exportation puissent être maintenus et 74% de l'interdépendance sur les produits alimentaires puissent être rejoints. Alors voilà, ce sont des résultats qui illustrent le potentiel du développement des systèmes agroalimentaires biorégionels. Je voudrais partager aussi bien certains points résultats économiques. Dans toutes les instances, quand on fait la régionalisation des systèmes alimentaires, les économies, en termes des revenus fiscaux des produits intérieurs bruts, la création de travail sont améliorées d'une manière assez consistante. Dans le cas de l'Okanagan, on a eu les bénéfices économiques les plus grands après la régionalisation des systèmes alimentaires et pour en maintenant aussi l'export, le secteur d'export, l'exportation. Alors, le point ici, il y en a deux lieux. Il y en a la possibilité d'augmenter tous les deux. Dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, on vient de trouver les résultats économiques similaires. Quand les systèmes régionalisés alimentaires sont implémentés, ça va créer des niveaux plus hauts économiques et des données plus hautes économiques. C'est bien notable que ce sont les taux et les contributions économiques substantiellement plus hauts des régions biologiques. Et en fait, le potentiel économique était dramatiquement grand. La production totale des produits alimentaires pourra être augmentée par 93%. Et puis, l'autodépendance d'augmenter pour 42%. L'emploi total, les lieux de travail créés, ça va augmenter 97%. 87%. Les résultats économiques, 91%. Les PIB, 94%. Et puis, on continue. Alors, le potentiel économique de régionaliser les systèmes, c'est vraiment grand. C'est pleinement démontré auprès de ces modélisations. Maintenant, on va aller faire la modélisation des produits alimentaires dans l'île de Vancouver et ce ne sont pas les impacts économiques qui étaient déjà démontrés qu'on intéressait maintenant, mais on va voir la résilience du bien-être des communautés. Je vais finir pour conclure avec le suivant. La modélisation démontre que les produits, l'autodépendance des produits alimentaires puisse être augmentée et l'adaptabilité et la résilience puissent être partagées. Mais les clés qu'on vient de trouver dans toutes les deux études, c'était que le système post-production qui n'existait pas, il faut le développer. Alors, on ne peut pas joindre les potentiels économiques de régionalisation des systèmes alimentaires sans faire. Il faut créer l'environnement économique pour ce secteur, pour faire le travail d'émergence. Et puis, je voudrais conclure avec le suivant. Cette modélisation, modèle de modélisation créé par nous, ça consiste c'est un bon outil pour planification qui peut être utilisé dans toutes les régions, dans toutes les échelles. Et puis, la planification des systèmes alimentaires au Canada, vous pourriez avoir l'accès à cette information sur notre site web. Alors, je voudrais finir en disant le suivant. Dans mes estimations, on est toujours opérant sur le système des régions du XXe siècle et puis il faut aller dans la vision du XXIe siècle. Et c'est le résultat des opérations régionales qui se basent sur les complémentations avec le système transnational. Il faut reconnaître que le système agroalimentaire est très complexe. Il nous faudra d'avoir une approche holistique, systémique, les changements de même niveau. Et puis les dernières idées, et puis je voudrais vous encourager, si on va joindre la création des systèmes régionaux alimentaires, si on voudra presser les problèmes et pour forcer les lois contre les trusts et puis contre les monopolies,
Et contre les monopolies qui réduisent le marché des produits alimentaires, il faut reconnaître que la politique agriculture, ce n'est pas politique agriculture, parce que c'est pas l'agriculture qui pourra continuer comme ça pour bien longtemps. Donc, il faut reconnaître que les politiques et les stratégies qui existent maintenant, elles ne sont pas nécessairement pour le bien de la société. Il faut s'assurer que les terres agriculture sont abordables pour des nouveaux fermiers, une nouvelle exploitation agricole et pour inspirer, pour donner les possibilités des agriculteurs aspirants. Euh, et donc, ils n'ont pas l'intérêt du système global, mais pour avancer les systèmes locaux, un système de communauté, système durable local. Et puis, je voudrais conclure en disant que je crois que le système biorégional a un grand potentiel pour desservir la société, pour la durabilité humaine et pour commencer de penser d'une manière différente en ce qui concerne. Voilà, c'est à Tyler, à vous. Merci. On a l'opportunité de commencer, de voir l'expérience dans des systèmes régionaux, des initiatives qui sont déjà là auprès de l'USDA. Alors, le premier panéliste, c'est des Fishers d'Indiana Jones, le directeur des négociations nationales des fondations agriculture. Euh, il sera sur la fondation euh, sur un secteur divers pour fournir les efforts collaboratifs auprès de l'industrie. Chris, vous travaillez dans cet espace chaque jour et est-ce que vous pourriez nous dire un peu, parler un peu sur la fondation, de ce qui est bien pour les participants? Quel est le travail de fondation que vous faites sur le système régional? Eh bien, merci. Merci, Tyler, de m'avoir invité. Et je suis très intéressé de participer dans cette conversation parce que je pense qu'avant tout, le produit alimentaire, ce n'est pas en ligne tout à fait simple. Du comté, des États, des provinces, des pays. Les systèmes alimentaires sont dans une capacité globale. Et donc, comme cela a été mentionné, la Fondation NASDA travaille pour améliorer ce qui se passe dans la communauté grâce à l'éducation, l'engagement et la recherche. Nous travaillons de la part des ministères. Et donc, je représente des ministères dans les 50 États et les NASDA ont du travail politique. Et moi, collègue Paul Beck, qui va en parler. Euh, Moi, j'ai l'occasion d'être dans cet espace sans but lucratif pour me concentrer sur les éléments tactiques de l'engagement. Donc, nous avons l'occasion d'être la présence physique du ministère dans ces différentes régions et nous travaillons ensemble de projets dans ces régions spécifiques. Et donc, la Fondation NASDA travaille premièrement sur la sécurité alimentaire. Et nous travaillons sur la loi de la modernisation de la sécurité alimentaire aux États-Unis. Nous avons aussi travaillé avec le développement en affaires, le développement de la main-d'œuvre, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que des projets dans les richesses naturelles. Et des choses sur lesquelles nous travaillons, c'est la mise en œuvre des politiques que nos membres créent dans ces différents domaines. Donc, cela peut inclure, par exemple, nous aidons le ministère de l'Agriculture américain et le service agricole dans sa commercialisation grâce au programme GAP qui est la mise en œuvre de bonnes pratiques exemplaires agricoles et cela leur permet aux gens
surtout aux différents producteurs d'avoir des accréditations qui leur permettent d'être compétitifs avec des systèmes de production à plus grande échelle. Nous travaillons aussi dans un projet qui s'appelle l'accélérateur alimentaire qui interagit directement avec les producteurs de petites et de moyennes entreprises agricoles pour développer des produits alimentaires avec de la valeur ajoutée. Et cela aide ces producteurs, que ce soit par rapport à la planification de leur vision jusqu'au lancement du produit, la planification nutritionnelle, la sécurité alimentaire. Donc, cela leur permet de rajouter de la valeur ajoutée à leur projet. Nous faisons des projets pour la restauration des habitats, pour améliorer la qualité de l'eau grâce aux ressources et aux richesses naturelles. Nous travaillons aussi sur la finance des producteurs. Nous avons plusieurs programmes sur lesquels nous collaborons avec le Conseil pour le développement des finances, qui sont des agences gouvernementales, et nous essayons de répondre grâce à des projets pilotes aux besoins des différentes communautés. Et finalement, nous avons des programmes avec la prochaine génération, des programmes étudiantins et comment interagir avec la prochaine génération pour qu'ils viennent dans le secteur agricole, parce que nous savons que les fermiers et les producteurs agricoles sont une population vieillissante. Et donc, comment interagir avec cette prochaine génération pour pouvoir s'impliquer dans l'industrie à l'avenir? Et donc, j'ai mentionné le centre d'affaires régional alimentaire et le travail qu'il est en train de faire dans cet espace. Et, la Fondation est un des leaders dans ce projet. Et c'est un projet qui existe aux États-Unis entre le Maryland et Maine. Donc, cela regroupe 12 États et cela inclut aussi le district de Columbia. Et 11 sont des centres régionaux comme le nôtre et un est un centre national et qui se penche sur les populations autochtones partout dans le pays pour leur donner accès à ces avantages sociaux. Et notre centre se concentre sur la mise en œuvre et l'établissement d'opportunités pour développer une chaîne d'approvisionnement locale et régionale de grande échelle. Et il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur la résilience communautaire et sur l'équité, et que cela se retrouve dans tous les systèmes du Nord-Est. Et cela veut dire autant identifier les obstacles, les opportunités qui existent, mais aussi de comprendre quand nous pouvons mettre en place des programmes pour les aider à construire des choses. C'est un nouveau programme du ministère de l'Agriculture américain et nous savons qu'au cours des 5 prochaines années, nous allons devoir pouvoir pivoter dans de nouveaux domaines afin de pouvoir avoir des interactions appropriées. Afin de pouvoir faire cela, nous avons établi 5 objectifs. Le premier, c'est la construction de réseaux. Le numéro 2, c'est soutenir la communauté grâce à du soutien technique. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité ou la connaissance pour demander des financements. euh, et donc, comment est-ce que nous pouvons leur donner du soutien technique dans ce sens-là? Numéro 3, c'est par rapport au renforcement de capacité. Même si nous avons du financement pour le système technique, nous avons une autre partie de financement qui va aller dans le renforcement des capacités, surtout pour la première partie de la chaîne d'approvisionnement. Donc, nous partons du fermier jusqu'aux méthodes de distribution. Et donc, cela va inclure des noyaux alimentaire. Et donc, nous ne sommes pas en train de parler des systèmes alimentaires à grande échelle, mais nous parlons des premiers échelons de cette chaîne d'approvisionnement. Et nous voulons que le programme soit durable, et c'est notre quatrième objectif. Mais ce qui est sous-jacent à tout cela en tant qu'objectif, c'est comment nous assurer qu'il y a une perspective de diversité, d'équité, d'inclusion dans tout cela. Donc, pendant que nous sommes en train de développer notre structure collaborative, nous pensons à notre équipe clé qui travaille entre les universités locales, les centres communautaires locaux, le ministère de l'Agriculture et la Fondation. Mais nous avons aussi des parties prenantes stratégiques, nos membres du ministère de l'Agriculture. Nous avons un conseil de diversité, d'inclusion et d'équité qui nous aident, mais nous avons aussi des conseils consultatifs communautaires qui sont des groupes d'intérêt locaux qui nous aident à comprendre ce qui se passe sur le terrain dans des communautés locales, quels sont les besoins qui n'ont pas
été encore attaqué. Et donc, nous essayons de recruter des personnes qui viennent de banques alimentaires, nous avons des groupes de type institutionnel, nous avons des groupes financiers. Donc, nous avons un groupe qui s'appelle Nourrir la Nouvelle-Angleterre. C'est un groupe de chercheurs qui essaie de voir que 30% de la nourriture consommée dans cet État américain, New England, soit euh, produit au sein de la province dans 2030. Il y a donc le projet Carotte, le projet des futures récoltes, le crédit, le marché commun. Donc, ce sont des choses auxquelles nous réfléchissons. Et le centre d'affaires alimentaires est juste un aspect, mais aussi le ministère de l'Agriculture essaie aussi de financer ce qu'ils appellent une loi pour une infrastructure alimentaire résiliente et que cela doit s'appliquer à tous les États. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est qu'avec notre chaîne d'approvisionnement, avec les centres agricoles d'affaires qui sont au début de la chaîne d'approvisionnement, nous sommes en train de créer des liens entre ces différentes institutions afin d'avoir une capacité qui nous permet d'intégrer cette résilience alimentaire afin que cela améliore le programme. Donc, nous travaillons avec les producteurs pour leur développer leur capacité au début de la chaîne d'approvisionnement et savoir quel est l'impact sur le milieu de la chaîne d'approvisionnement aussi. Donc, je sais que vous êtes au début de ce cheminement avec le Centre d'affaires agricoles et je voulais savoir si vous avez des leçons que vous avez acquises suite à cette expérience, des leçons que nous pourrions apprendre grâce au travail que vous avez effectué. Comme vous l'avez mentionné, Tyler, nous sommes rendus à la fin de la première année d'un cheminement de 5 ans. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres choses que nous allons apprendre, mais deux choses que j'aimerais indiquer. Donc, commencer l'engagement très tôt. Donc, au fur et à mesure que nous avons développé les subventions et les bourses, comment nous avons interagi avec ces groupes dès le début pour nous assurer qu'ils ont compris. Et donc, c'est de comprendre, pas juste d'écouter, mais d'écouter vraiment ce que les gens sont en train de dire. Donc, les 5 derniers mois, nous sommes allés sur la route, nous avons rencontré des producteurs agricoles afin de comprendre quels sont leurs besoins. Et c'est comme ça que nous avons pu façonner la mise en œuvre de cette subvention. Donc, c'est important d'interagir avec eux très tôt, mais c'est bien de développer un plan, mais il faut s'assurer que le plan n'est pas tellement rigide qu'il perde de la flexibilité. Je pense qu'Abraham Lincoln l'a dit très bien. Donc, des 6 heures que ça me prend pour couper un arbre, j'ai passé 4 à 5 heures pour aiguiser ma hache. Et donc, c'est important de penser à la planification et afin de pouvoir utiliser la capacité existante et renforcer l'interaction. Et aussi, c'est important de ne pas sauter la tête la première. Donc, c'est important de bien planifier. Nous savons qu'il y a des communautés qui ont des besoins. Nous savons qu'ils n'ont pas toujours une voix qui est entendue. Donc, en interagissant avec les partenaires communautaires, c'est quelque chose qui nous a vraiment aidé à apprendre cette leçon. Et des fois, c'est trop tard pour nous pour nous impliquer dans ces communautés. Donc, comment nous assurer de faire un suivi? Donc, merci beaucoup, Chris. Donc, j'ai hâte de discuter un peu plus en profondeur avec tous les autres membres du panel. Donc, mais maintenant, je voudrais vous présenter la deuxième personne qui va participer à cette conversation. Donc, Becky Carrison, elle a précédemment occupé le poste de directrice du marketing national pour le Conseil américain des pois secs et des lentilles et l'Association américaine des légumineuses. Et elle est très passionnée par l'agriculture, la nutrition et les aliments délicieux. Donc, Becky, merci beaucoup pour votre présence ici. Et j'aimerais parler en fait de cette intersection parce que j'ai l'impression que le paysage politique est en train de changer aux États-Unis et au Canada. C'est quelque chose que nous avons en commun. Donc, j'aimerais savoir si vous pourriez nous parler un peu de ce à quoi ressemble cet environnement politique aujourd'hui. Et j'ai déjà posé la question. Est-ce qu'il y a un désir politique de faire ces changements? Si vous pourriez parler de ces dynamiques qui existent aux États-Unis, oui, absolument. Nous avons beaucoup de dynamiques qui sont en cours et donc même si moi je suis à Washington, D.C., je viens de Moscow, Idaho et donc maintenant je suis à Washington, D.C. Et la nourriture
la nourriture et l'agriculture peuvent être une question politique qui amène beaucoup de divisions, qui peut être très politisée. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de gens qui se battent pour les mêmes ressources. Nous voyons que les ressources sont restreintes, mais nous avons plus de besoins et le gouvernement doit répondre à de plus en plus de besoins, donc ça devient une source de division. Et donc, NASDA occupe un espace très unique pour que tous les membres du ministère de l'Agriculture peuvent se rassembler, ce qui n'est pas facile parce qu'il y a 50 États, parce que le Texas, le New York et la Californie ont des perspectives politiques différentes. Donc, mais ils se rassemblent dans une manière non partisane. Ils essaient d'avoir un consensus et c'est ce que nous avons besoin quand on regarde le Congrès et à quel point il y a beaucoup de divisions et à quel point c'est difficile d'avoir des politiques qui sont adoptées. C'est important d'avoir des politiques et des initiatives non partisanes afin que les gens puissent aller de l'avant. Nous avons l'impression que les contribuables vont bénéficier de cela dans tous les États, que ce soit les consommateurs urbains qui ne connaissent rien des producteurs agricoles, des producteurs agricoles, mais ou alors quand on interagit avec des communautés rurales, et c'est important d'avoir un impact économique positif sur eux, et c'est comme ça que nous pouvons convaincre les gens d'aller de l'avant dans cet espace politique. Est-ce que vous pensez que ce désir de créer des systèmes alimentaires régionaux est une de ces questions unificatrices en agriculture? Oui, absolument. Je pense qu'avant la COVID, l'intérêt était là, la passion était là, mais ce n'est pas comme c'est le cas maintenant. Nous avons vu à quel point il y a eu une rupture des différents systèmes de la chaîne d'approvisionnement et nous avons vu plusieurs faillites commerciales, nous avons vu des populations de besoins, et nous avons vu que les besoins étaient exacerbés. Et donc, je pense que la COVID a attiré l'attention de tout le monde sur ces problèmes. Nous avons vu que ces besoins étaient amplifiés. Donc, je pense que nous voyons les investissements surtout dans, dans le cadre du gouvernement Biden-Harris. Nous avons vu des investissements significatifs dans les chaînes d'approvisionnement régionales et nous savons à quel point la connexion à la santé et au bien-être sont devenues des priorités pour les consommateurs. Donc, il y a beaucoup de mouvements qui n'existaient pas auparavant et donc c'est quelque chose sur lequel nous pouvons compter afin de pouvoir investir cette énergie et ces ressources dans cet espace. Est-ce que nous pouvons le faire de manière efficace? Est-ce que nous pouvons le faire aussi de manière durable afin que cela ne disparaisse pas? Quand nous aurons un nouveau gouvernement, quand nous avons de nouvelles personnes qui vont occuper ces postes, nous avons besoin d'initiatives qui ont assez d'impact pour que nos producteurs et nos consommateurs régionaux puissent dépendre de ces programmes parce que ce sont des programmes qui vont être durables. Ils vont continuer à mettre en place un développement économique, un impact économique et afin de permettre aussi aux gens dans les régions et les communautés dans les régions d'être nourris. Et donc, une chose qui est intéressante aux États-Unis, et donc Chris a parlé un peu d'une partie de la trousse d'outils politiques qui est mise en place pour soutenir ces systèmes alimentaires régionaux, mais les Américains semblent utiliser de meilleure manière de nouveaux outils, d'outils différents, de manière innovatrice. Donc, est-ce que vous pourrez parler de certaines de ces choses que vous voyez dans le parti alors que le gouvernement essaie de soutenir les systèmes alimentaires régionaux? Oui, bien sûr, il y a plusieurs outils qui sont très intéressants. Et Chris a parlé de programmes de résilience dans les systèmes alimentaires et dans l'infrastructure. Nous espérons euh, entendre de voir un peu plus de détails, mais c'est quelque chose qui est très important et ça, c'est un peu cet intermédiaire encore d'un point de vue de l'infrastructure, mais aussi nous nous concentrons beaucoup. Donc, quand je pense à un État comme le Wyoming, donc c'est aride, mais ils exportent beaucoup de la nourriture. Donc, nous demandons comment créer plus de flexibilité dans les programmes afin que cela ait du sens pour chaque région et sans exclure qui que ce soit. Et je pense qu'un des exemples, et c'est une des meilleures politiques qui a été mise en œuvre récemment, donc, c'était le LFPA, donc au programme euh, d'approvisionnement local, et cela s'applique dans les programmes scolaires, et c'est du financement qui est distribué aux États et afin que les États puissent acheter auprès de producteurs locaux. Et donc, et après, cela va être réparti auprès de communautés locales. C'est un programme incroyable et c'est quelque chose qui, à notre avis, va avoir beaucoup de soutien démocrate et de républicains et nous voulons que ce soit quelque chose qui soit durable ici à Nasdaq. Et cela va donner du soutien à ses producteurs. Cela va aussi créer un
beaucoup plus d'aisance dans les chaînes d'approvisionnement afin qu'elles ne disparaissent pas quand elles ne sont pas utilisées. Et cela va permettre aux écoles d'acheter des produits des producteurs locaux et régionaux. Et nous espérons pouvoir compter sur cela à l'avenir. Donc, ce genre de programme ont joué un rôle monumental. Et donc, une des choses par rapport aux États-Unis, c'est que nous avons beaucoup de programmes qui vont émerger sous de nouveaux noms, sous de nouvelles opportunités, mais cela peut devenir un obstacle parce que cela peut créer de la confusion. Est-ce que c'est le même programme avec un autre nom? Et comme Chris l'a dit, est-ce qu'il y a la capacité de demander ces subventions, de les distribuer? Et c'est là à quel point nous voyons à quel point les petits producteurs et les moyens producteurs ont des ressources humaines un peu plus limitées. Et donc, dans cela, nous jouons ce rôle et pour les aider. Nous rencontrons des agences comme le ministère de l'Agriculture américain, nous leur parlons à travers les obstacles, nous disons, oh, regardez ce nouveau programme et comment est-ce que nous pouvons intégrer cela et comment nous pouvons réduire ce côté administratif parce que nous voulons être des bons gestionnaires de l'argent des contribuables. Mais alors, comment nous assurer que l'argent des contribuables se rende aux cibles appropriées avec les nouveaux programmes qui sont créés? Et les nouveaux programmes peuvent créer beaucoup de problèmes parce que si c'est pas votre gouvernement qui met en place ce programme, cela peut disparaître. Donc, même si c'est bien, nous ne voulons pas que ce programme disparaisse. Nous ne voulons pas que les gens construisent leur moyen de subsistance autour de programmes qui sont sur le point de disparaître. Et c'est vraiment un coût qui est élevé pour tout le monde de voir quelque chose être construit disparu. Et donc, c'est pour ça que nous venons ici. Et c'est pour ça que nous parlons de ce qui fonctionne entre l'agriculture, la nutrition et les programmes d'aide à la nutrition et de savoir comment nous pouvons intégrer de la longévité, de la consistance de ces programmes afin de pouvoir euh, contrecarrer l'instabilité dans le domaine politique. Et donc, merci beaucoup, Becky, pour cela. Nous allons donc passer la parole à notre prochaine panéliste. Cathy Damen est directrice de projet sur les écosystèmes alimentaires de Food Beverage Manitoba. Elle travaille au Manitoba et elle travaille avec eux pour voir comment, avec les acteurs de l'industrie au Manitoba, sur la façon de co-créer un système alimentaire régional plus fort et plus résilient, ce qui inclut la question de l'intermédiaire manquant. Donc, Cathy, vous avez participé à plusieurs projets sur les écosystèmes alimentaires, mais vous avez dans votre bio, cela dit que quand les gens, en fait, ont vécu, en fait, la joie de la connexion, le fait d'avoir plus de pouvoir dans le système alimentaire. Je veux savoir, c'est une bonne manière de commencer cette conversation et de savoir comment intégrer cette joie dans l'écosystème dans lequel nous travaillons et comment cela se manifeste au Canada. Et je pense qu'il y a beaucoup de joie là. Et bien sûr, il faut la rechercher. Et donc, parce que c'est pas toujours évident, mais c'est une joie qui existe là. Et c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience personnellement. Et donc, puisqu'il y a un marché fermier auquel je peux me rendre à pied. Et donc, cela vient de mon expérience avec ce système agricole régionalisé qui me permet d'avoir une bonne relation avec les fermiers. Et donc, j'aime pouvoir être en contact avec eux parce que je peux visiter les exploitations agricoles et j'aime avoir cette relation avec mon système alimentaire et cela me donne beaucoup de joie et je pense que cela est le cas pour plusieurs personnes. Donc, j'aimerais que plus de personnes et accès à ces mêmes joies. Je pense que nous avons parlé de beaucoup de thèmes qui sont liés, par exemple, à l'accessibilité. Et cela m'a fait émerger plusieurs problématiques. Des gens ont mentionné ces problématiques par rapport à l'accessibilité et aussi à l'accès au niveau du consommateur, mais aussi au niveau du producteur. Et parce que ce qui est intéressant, c'est que les producteurs veulent avoir accès au marché et les consommateurs veulent avoir accès à la nourriture. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a donc ces lacunes? Et donc, je pense que le gouvernement du Manitoba et plusieurs organisations industrielles ont essayé de répondre à cette question depuis pas mal de temps. Moi, je travaille ici à Food Beverage Manitoba et nous réfléchissons sur le projet écosystème alimentaire et nous faisons des recherches pour identifier à la fois les obstacles et les forces de notre système alimentaire régional. Et en 2015, le gouvernement a demandé un rapport sur le secteur alimentaire de petite échelle et il y a eu d'excellentes recommandations, mais malheureusement, avec le change dans le monde dans le gouvernement, il y a des recommandations qui n'ont pas été adoptées, mais nous avons mis en place une mise à jour de la recherche en 2023 et plusieurs des problématiques ont encore émergé. Et donc, mais même s'il y a eu une certaine
un certain découragement parce qu'il y a beaucoup de changements au cours du temps et il y a un certain optimisme parce que nous espérons pouvoir apporter du soutien à petite échelle. Et donc, je suis très curieux parce que vous avez parlé de ces thèmes qui ont émergé et vous avez parlé des obstacles auxquels sont confrontées les entreprises, des stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Est-ce que vous pourriez nous dire clairement quels sont ces obstacles auxquels les gens sont confrontés et peut-être offrir des suggestions par rapport à des outils pour savoir comment le gouvernement, les politiques gouvernementales pourraient aider à surmonter ces obstacles? Oui, absolument. Et il y a cette perception, je pense, qui est assez répandue, que le secteur agricole au Manitoba est dominé par de grandes entreprises multinationales, mais nous travaillons surtout avec des petites et moyennes entreprises, des gens qui ont de 1 à 10 employés, euh, et plusieurs de, de nos membres ont euh, de 1 à 4 entreprises, donc c'est 187 personnes et ils ont plus de 70% qui ont de 1 à 10 employés. Donc, juste, je vous dis ça pour contextualiser, pour dire, voici les personnes dont nous sommes en train de parler. Et cela a créé un défi, c'est que dans ce secteur de production ou de traitement, si on parle de l'agroalimentaire, il y a une vraie difficulté afin de mettre en place une viabilité financière sans la capacité de passer à l'échelle ou de grandir. Donc, ça, c'est comme un équilibre qui est difficile à atteindre et pour beaucoup de personnes, c'est très difficile parce que c'est une industrie dans laquelle il est très cher d'entrée et en termes d'équipement, achète de terre et donc il y a aussi beaucoup d'entrants, mais des fois, grâce à des économies d'échelle, on peut réduire les coûts de production. Et donc, c'est ce qu'on voit par exemple dans les vendeurs au détail, donc comme Sobeys. Donc, on peut voir que les vendeurs locaux sont euh, ont, ont un prix de vente qui est un peu plus élevé. Donc, la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce qu'ils n'ont pas les économies d'échelle que d'autres entreprises ou exploitations agricoles de plus grande échelle. Et donc, c'est un peu une danse compliquée où les, les producteurs agroalimentaires essaient de passer à une plus grande échelle, mais d'une manière qui est viable pour eux d'un point de vue financier. Ils veulent construire leur entreprise et donc où ils sont pas juste 1 à 10 employés, mais où ils essaient de passer à plus de 100 employés. Et c'est là où il nous manque cet intermédiaire. Et donc, il n'y a pas beaucoup de cheminements qui sont bien établis pour que les propriétaires d'entreprises puissent grandir à un rythme qui est viable, qui fonctionne pour eux mais qui fonctionne pour eux aussi d'un point de vue économique. Et nous voulons voir un mélange entre, dans ce secteur d'entreprises de petite échelle, moyenne échelle et grande échelle, et ce n'est pas le cas présentement. Et donc, il y a un peu le plus grand défi, c'est cette difficulté par rapport au passage à l'échelle. Et donc, quand nous voyons pourquoi cela n'est pas possible, c'est parce qu'il y a des défis, spécifiquement des lacunes d'infrastructure, donc le coût de capitalisation. Il y a par exemple des cuisines communautaires qui n'ont pas la même capacité d'entreposage. Après, donc, mettons que si vous voulez avoir un peu plus de production, cela veut dire que maintenant, il faut construire votre propre cuisine. Et ça, c'est encore très cher. Cela veut dire beaucoup d'investissement en capitalisation. Et il y a d'autres problématiques. Donc, je pourrais parler par rapport aux lacunes en infrastructure, mais à cause du temps, mais il y a aussi, il y a une grande lacune par rapport à de la formation en administration d'affaires. Donc, je pense que c'est important de comprendre qu'il faudrait offrir du soutien à plusieurs niveaux pour que les entreprises puissent progresser sur euh, le cheminement de la croissance agroalimentaire. Donc, nous voulons aussi que l'agriculture de base puisse être soutenue pendant tout ce cycle d'entreprise, que ce soit un moment d'entrée et qu'ils puissent essayer d'avoir un meilleur accès à tous ces outils et que s'ils veulent passer à l'échelle, ils puissent le faire. Mais aussi, nous voulons voir un mélange de toutes ces capacités. Donc, par exemple, si un producteur dit, moi, je veux rester à moyenne échelle, c'est très bien. Comment est-ce que nous pouvons les aider pour atteindre cet objectif? Donc, il y a une lacune en termes de formation en gestion d'affaires, mais il y a aussi beaucoup de besoins de cette nature. Et la troisième chose que je voudrais dire par rapport aux défis spécifiques que nous voyons, c'est l'accès à des marchés étendus. Donc, nous parlons ici du développement
économique rurale la plupart du temps et donc avoir plus de marché pour les personnes qui travaillent en zone rurale, c'est d'avoir accès au marché urbain. Donc, il y a les défis en termes de distribution et comme nous parlons, le coût du combustible qui continue à augmenter, cela doit être pris en compte et ça, c'est une problématique, mais aussi pour les producteurs urbains, c'est de savoir comment avoir accès à ces infrastructures qui leur permettraient d'envoyer leurs produits dans d'autres provinces et de savoir comment avoir accès à ces cuisines commerciales. Et donc, des fois, c'est pas suffisant parce qu'ils n'ont pas la capacité ou ils n'ont pas l'accréditation nécessaire. Donc, voici certaines des problématiques spécifiques que nous croyons et qu'il y a des moyens de résoudre ces problèmes. Et certaines des choses dans lesquelles je me suis impliquée, c'est par rapport au développement de coopératives alimentaires. Donc, il y a plusieurs natures. Et donc, je vais vous expliquer à quoi ça ressemble traditionnellement. C'est surtout par rapport à l'agriculture primaire. C'est quelque chose dans lequel j'étais impliquée dans le passé. Puis donc, j'ai arrêté le projet dans lequel je travaille. Donc, mais maintenant, ce que nous sommes en train de développer maintenant, un noyau de production alimentaire. Donc, c'est de réunir des micro-producteurs qui vont partager un espace pour réduire leur coût de capitalisation, mais aussi va leur donner accès à des choses comme de l'achat partagé, de la distribution partagée, afin de pouvoir accéder aux économies d'échelle et de voir comment nous pouvons connecter cela aux zones rurales et aussi d'avoir un réseau interconnecté et d'avoir cette approche-là, aussi d'avoir la possibilité d'avoir un noyau et de travailler, de savoir comment intégrer des services complets afin que les gens puissent avoir un soutien holistique quand on parle d'accessibilité aux capacités de production alimentaire. Donc, c'est les choses que nous sommes en train de développer après la recherche qui a été mise en œuvre l'année dernière et c'est encore en cours de développement, mais je pense que nous avons des positions productives par rapport à comment ça se fait dans l'industrie. Et puis, le panéliste final, bienvenue pour CAPI, pour le webinaire pour l'ISPA, le professeur associé de l'école de Carleton. On voudra parler de cette dernière par les consommateurs et les systèmes agroalimentaires auprès des projets communautaires en se basant sur les perceptions, les intentions, les compréhensions. Alors, il y en a deux parts pour les questions. Alors, comment est-ce que vous allez définir les communautaires, problèmes communautaires et quelles sont les perceptions? Comment est-ce que ça s'évolue avec du temps? Des bonnes questions, vraiment. Alors, les systèmes communautaires alimentaires, ce sont les systèmes locaux. Eh bien, on vient de parler de biorégion, on peut les définir d'une manière différente. Les systèmes communautaires, ce n'est pas seulement la localité, c'est la connexion. La perception des consommateurs, c'est bien influencé s'il y en a des liens communautaires. Le désir pour acheter de plus des produits alimentaires produits localement. On vient de voir beaucoup des questionnaires qui démontrent que des gens veulent supporter les systèmes agricoles alimentaires locaux, mais les connexions n'est pas tout à fait claires. Un des exemples ce matin, quand je me préparais les notes pour ce webinaire, c'est le suivant. Le feu qui vient détruire les Brunswick, les potato chips, une petite communauté, très petite communauté de transformateurs. Et puis, nonobstant que le produit puisse être vendu dans tout le pays, et dans quelques jours après le feu, la communauté vient de venir ensemble. Plus de 1000 personnes sont venues pour donner des fonds pour les employés, pour la société. Et je pense que ça parle beaucoup en ce qui a trait les relations entre les producteurs et les transformateurs et les consommateurs des produits alimentaires. Et puis, on vient de montrer cette figure que Sandy vient de montrer au début du webinaire. On l'utilise beaucoup dans le travail quand on parle des systèmes alimentaires pour détruire cette concentration et puis pour décrire ce problème de l'étouffement. Mais les producteurs, ils sont aussi les consommateurs, vous savez. Et puis, les producteurs et les transformateurs au Canada, ils se sentent l'insécurité des produits alimentaires plus que les autres. Alors, la perception des consommateurs devient de plus en plus positive et ça, c'est dû au beaucoup des initiatives successives basées sur les communautés.
Par exemple, ici à Ottawa, Just Food, l'organisation qui a commencé le programme pour les transformations, pour les programmes communautaires, de plus des programmes de politique communautaire, et ça commence de changer les perspectives des consommateurs. Mais il y a toujours la question de l'abordabilité devant les consommateurs parce que pour beaucoup des petits acteurs, c'est difficile d'aller et d'utiliser l'économie de l'échelle comme les grands acteurs puissent faire. Et puis, le prix, c'est vraiment réel. Et je ne voudrais pas prétendre que c'est pas réel, mais la guerre des prix, bon, vous savez, c'est comme ça qu'on parle des produits alimentaires. Normalement, en moyenne, les personnes ne dépassent pas 10% de leur salaire pour acheter des nourritures. On ne peut pas dire que ça ne coûte pas beaucoup. Mais bon, beaucoup de gens, comme il y en a des inéquités sociales, ils ne puissent pas s'acheter des bons produits alimentaires non plus. Oui, mais on a eu déjà la question, auprès des questions, pour les questions, les coûts des produits régionaux versus celles importés. Si on voudra augmenter les discussions. Quand on parle des importations des produits alimentaires, oui, on pourra acheter quelque chose le mieux marché à Chine. Mais ce qui se parle au monde, c'est pas tout à fait visible peut-être encore pour tout le monde. Mais il y en a un changement majeur dans des distributions, des financements partout dans le monde. Eh bien, Branko Milanovic, l'économiste qui vient d'étudier l'inégalité sociale pour 3 ou 4 décennies maintenant, vient de publier un livre qui considère les transitions de l'inégalité sociale après la Deuxième Guerre mondiale. On voit l'inégalité globale, l'inégalité entre les parts différentes du monde. Ça, c'est en décroissance pour les derniers 70-80 ans, mais l'inégalité au sein du pays même vient d'augmenter, particulièrement pendant les derniers 40 ans. Alors, si l'inégalité globale, c'est en décroissance, ça ne veut pas dire que dans l'idée des produits bien marchés vient d'autres lieux. Ce ne sera pas pour toujours. On ne peut pas se fier sur cela. Mais en même temps, notre mangeur qui essaie de survivre sur vraiment peu de sous, ils ont des difficultés d'acheter n'importe quel produit alimentaire. Bon, je ne sais pas bien. Peut-être ça ne répond pas à votre question. Je peux continuer. Oui, c'est un bon continuation. On voudra laisser tout le monde de revenir, les panélistes. Et puis, on vient de parler des soucis de l'inéquité, des problèmes auprès du système de vente. Les gens vont parler, mais c'est une des raisons pourquoi on a des protections, parce qu'on n'a pas fait un bon travail en embrassant le globalisme en même temps et maintenant le supporter des communautés. Et spécifiquement sur les régions, le système régional des élémentaires, spécialement après Covid, on vient de déligner des fragilités des systèmes qui existent pour les consommateurs pour supporter les affaires locales. Mais bien, quand on vient de faire revenir au normal, pour supporter les lieux de travail local et puis auprès des communautés où les opérations alimentaires étaient en défi parce que les consommateurs se sont retournés vers leur vieux mode d'acheter des choses et puis en essayant d'avoir les produits bien marché, les défis de durabilité, etc. Quelles sont vos idées? Où est-ce que vous voyez, disons, où est-ce que nous trouvons dans l'évolution du système du support des produits alimentaires locaux et du système général? Ça dépend. Bon, je voudrais commencer de fournir les questions qui est venues auparavant, les sociétés politiques et les nécessités des politiques pour changer les systèmes alimentaires. Bon, je ne voudrais pas prédire des choses, c'est pas mon travail. Je ne suis pas le scientifique qui pourra contrôler et prédire des choses, mais ce que j'essaie de dire, c'est que le suivant. Là où on va aller, ça dépend vraiment s'il y en a les volontés politiques dans la société. Les systèmes alimentaires, c'est une question très importante dans tout le spectre politique et je pense que en supportant les systèmes régionaux alimentaires, c'est pas tout à fait seulement la question de fournir les produits alimentaires locaux, mais c'est le développement régional. Becky vient y parler. Développement régional, ça va continuer de faire un part important de pourquoi nous continuons de parler de cela. C'est pas seulement les produits alimentaires, mais d'autres choses, les lieux de travail. Des pratiques plus durables dans le sens de responsabilité communautaire.
Et puis, si vous avez une petite entreprise et vous avez des produits secondaires pour jeter, si vous habitez dans cette communauté, vous allez penser de quel type de dégâts, de déchets sont celles-ci. Les décisions qui sont faites auprès des conseils de directeurs, bon, c'est pas la même chose. Les agences de développement économique local, elles vont jouer un rôle critique s'il y en a une volonté politique pour les supporter. Et en particulièrement les ministères représentants régionaux des ministériels, bon, parfois, et ils sont comme les agents de développement économique. Leur travail dépend de comment ils comprennent ce rôle. C'est le rôle de contrôler, réguler, ou bien, non quels sont les inspecteurs, est-ce qu'ils ont le rôle de supporter les producteurs et pour faciliter leur succès? Bon, il y en a une volonté politique pour tourner vers, disons, les nécessités définies régionalement. Et ce que je veux dire, c'est difficile pour un département fédéral, disons, de dérouler le programme dans tout le pays. Mais on sait que dans le globe, on vient d'étudier les initiatives successives qui sont basées sur les communautés pour améliorer l'accès pour les produits alimentaires et pourquoi les producteurs, les transformateurs sont là et les agriculteurs dans tous les types. Quand on fait ça, quand les programmes elles sont faits par les gouvernements régionaux, elles sont les plus dont le plus des choses positives. Alors, pour laisser les municipalités et régions disons, de développer les politiques des infrastructures pour commencer avec ça, pour donner la possibilité de l'entrée dans le secteur. Sandy vient de commencer de parler de l'infrastructure pour la transformation. Robert McRae, qui a fait les études pour bien du temps, il a écrit son doctorat en 1991 en identifiant des questions sur l'infrastructure des transformations des produits alimentaires dans ce pays. C'est plus qu'il y en a 30 ans et on toujours continue de parler de cela, de l'infrastructure, etc. Et bon, quand tout le monde rentre, bon, un des problèmes qui étaient discutés, bon, on parle des régions, des différences régionales pour être la nécessité de se centrer sur la réalité locale, tous ces thèmes communs, se basant sur votre expérience. Est-ce que c'est vraiment différent, la consistance régionale et combien de l'inconsistance? Bon, essayons de répondre oui, sûrement, absolument. Ils sont très diverses, très diverses. On va voir bon, de ceux qui produisent à Californie. Ils ont des bonnes modèles de distribution, des programmes, et, des boîtes alimentaires. Et puis, beaucoup de pays produisent les mêmes produits alimentaires. Mais comme par exemple, si on parle de l'Alaska de l'autre part, alors c'est complètement différent comme le climat. Alors, on va voir les Hawaï, par exemple, ou Wyoming. Normalement, c'est toutes les choses qui font l'exportation de l'énergie, par exemple, ou des bœufs. Alors, comment est-ce qu'on pourra le faire d'une manière flexible pour, bon, vous voudriez d'avoir quelque chose vraiment de grand et de bon, adaptable, mais aussi spécifiquement fait sans surpasser des certaines nécessités et sans surpasser des certains genres. Alors, d'une région à l'autre, d'un État à l'autre, d'une communauté à l'autre, ça se change. La saisonnalité, ce qu'elle demande, la proposition, les possibilités. Alors, c'est incroyablement complexe. Et un des termes avec lesquels je voudrais finir, j'aime le terme qui a été utilisé, qui est localisation et sur les niveaux différents. On ne peut pas avoir un seul objectif et une seule solution. Il faut voir ce qui se passe déjà, ce qui marche et comment est-ce qu'on pourra supporter et bâtir sur cela. Localiser et sur des niveaux différents. Et Chris, comment est-ce qu'on pourra le faire? Ça prend du temps et de patience aussi bien. Et je pense que Kate et Erin, elles ont démontré vraiment tout ça d'une manière très évidente. Où est la volonté? Où est la volonté? Comment est-ce qu'on pourra s'assurer qu'on va travailler ensemble étant une communauté? Bon, la pratique communautaire.
comme Becky vient de mentionner, il y en a toute une grande diversité, même au sein des centres d'affaires au nord-est, Maryland, à Maine. Nous avons les centres de population les plus grands aux USA, aussi des régions de plus de foresterie aux USA. Et parfois, des gens vont dire, bon, ça ne se correspond pas l'un à l'autre, mais vraiment. Quand vous allez voir le niveau de producteurs, et vous allez vers ce niveau, les producteurs urbains, ruraux, forestiers ou autrement, ils parlent toujours des nécessités pour capital, pour l'engagement. Et il faut penser de quels sont ces thèmes du point de vue de l'acheteur et aussi de rentrer ses ressources dans cette mise en œuvre locale. Et la réponse, il puisse être des groupes assez vastes pour assister, pour faciliter, mais non-obstant auprès de laisser permettre et former les, que les communautés locales, ils bâtissent d'une manière meilleure. Si vous connaissez bien la communauté, vous le connaissez. Si vous commencez de mettre beaucoup trop de boîtes ensemble, alors on ne va pas comprendre l'importance de, comment dirais-je, de diversité et l'importance que tout le monde aide ce qu'on fait. Je pense qu'une des choses qui a été mentionnée quand nous avons parlé lors de nos préparations, c'est la raison pour laquelle, surtout quand nous parlons de la volonté politique, donc c'est une volonté qui s'ancre dans la question pourquoi est-ce que nous devrions faire cela? Donc, quand vous parlez au travail que vous faites, donc quelle est la motivation derrière cela? Pourquoi? Et qu'est-ce que cela devrait signifier pour la personne qui, au gouvernement, devrait prendre la responsabilité pour cela? Donc, moi, ce qui m'a motivé pour commencer ce travail avec mon engagement au cours de ma carrière de 46 ans en agriculture et le fait de vivre, de travailler dans des communautés agricoles et de voir les échecs de l'ajustement du marché pour la production primaire à plusieurs reprises. Et ma femme et moi, nous avons vécu sur une ferme au centre de Missouri qui a connu une faillite commerciale au milieu des années 80. Et nous avons aidé ces producteurs agricoles et nous les avons aidés à tout ramasser et les vendre aux enchères. Et nous avons vu des communautés s'assécher et disparaître à cause de l'ajustement du marché et dans le système alimentaire. Ainsi, en tant qu'expert agricole, j'ai commencé à apprendre l'impact écologique énorme que l'agriculture a. Et j'ai aussi conscience du fait que nos systèmes alimentaires ne répondent pas aux besoins de toutes les personnes de manière adéquate. Comme je l'ai dit lors de ma présentation au début de cette session, il n'y a pas de manière pour nous de dire que le système alimentaire contemporain est viable. Il n'est pas viable ni d'un point de vue environnemental, ni socialement, ni économiquement. Et cette viabilité est un besoin humain. Nous devons apprendre à gérer notre économie d'une manière qui n'est pas destructive pour la terre-mère. Et nous devons répondre aux besoins des générations à venir pour qu'elles vivent bien aussi et qu'elles puissent s'épanouir. Donc, il nous faut reconnaître que nos systèmes alimentaires n'est pas viable. Et cela veut dire qu'il doit y avoir une réforme de ce système. Dans mon travail et dans le cadre de mes études, sur une période de temps assez étendue, j'ai pu comprendre que régionaliser les systèmes alimentaires est un impératif et la connexion de ce système alimentaire aux caractéristiques environnementales de chaque endroit et, et aussi les limitations et les contraintes environnementales de chaque endroit est très important. Mais
ce qui est encore le plus important, et je vais être très rapide, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans le système alimentaire. Et c'est important de se poser la question, qui bénéficie de cet argent? Et nous devons ramener cette économie alimentaire au sein de nos communautés, sans équivoque, parce que les conséquences d'avoir extrait la richesse qui est générée dans notre économie agricole et de l'avoir enlevée de nos communautés, nous pouvons voir l'impact de cela. Donc, Cathy, je vais vous passer la parole. Donc, je vais passer à ce thème parce que Kent a parlé de la question de la durabilité et la santé a été mentionnée, les questions économiques ont été mentionnées. Mais je pense que traditionnellement, ces problématiques de système agricole sont gérées par les ministères de la, de l'agriculture, donc que ce soit ce qui a été mentionné, qui finance par exemple le NASDA aux États-Unis et tout ce qui se passe en Manitoba. Mais savoir, quand les gens se responsabilise par rapport à cette question. Qui a la capacité de proposer des solutions? Je réfléchissais à ça quand j'ai vu la question. Donc, c'est difficile parce que quand on parle au ministère, c'est très difficile de parler de problématique et eux, ce qu'ils peuvent dire, ce n'est pas ma juridiction. Donc, par exemple, on parle de santé. L'agriculture Manitoba va dire, ce n'est pas mon expérience directe, mais il pourrait vous dire, ah, c'est génial. Nous sommes très contents d'entendre parler de ces bénéfices, mais ce n'est pas exactement ce que nous essayons de faire au sein de notre ministère. Ce n'est pas une priorité ministérielle. Et donc, quand vous avez ces projets qui sont répartis sur plusieurs ministères, il doit y avoir une stratégie par rapport au fait de parler au ministère de cela afin de comprendre euh, et de leur faire comprendre l'intérêt qu'ils ont à collaborer. Et donc, par exemple, vous avez Agriculture Manitoba et au Manitoba, vous avez aussi. Et donc, ça va être différent d'une province à une autre parce qu'ils vont créer leurs propres besoins ministériels. Mais par exemple, vous avez un autre ministère qui s'appelle Investissement et Développement économique et commerce. Et donc, ça, c'est un autre domaine dans lequel je travaille. Donc, mais quand on commence à réfléchir à certaines applications relatives à la sécurité alimentaire, ça va avoir un impact sur la santé et les soins de santé. Donc, il y a aussi tout ce qui est lié à l'analyse des composantes nutritionnelles, mais c'est aussi il y a un impact par rapport au soutien social, au travail social et ce genre de services aussi. Et donc, et un autre, ce serait aussi tous les ministères qui sont responsables du climat et de l'environnement. Donc, tous ces ministères sont séparés. Et et donc, je suis en train de penser à encore plus de ministères parce que avec la création de ce noyau de production sur lequel nous sommes en train de travailler, et donc ça va être à côté d'une maison de la culture et donc cela va se situer au centre ville du centre urbain le plus important ici qui est Winnipeg. Donc, cela aussi a des implications par rapport au tourisme. Donc, la question, c'est comment, de manière stratégique, nous pouvons amener tous ces ministères gouvernementaux à collaborer afin d'atteindre un objectif commun. En théorie, ce n'est pas un défi, mais à cause de la structure des choses en réalité, c'est un défi. Donc, avoir une bonne compréhension du paysage politique et communiquer afin de créer des stratégies de communication efficaces, c'est très important pour ce genre de projet. Donc, un peu pour conclure, je vais faire un tour de table avec une dernière question pour tout le monde. Donc, Irina, nous allons commencer avec vous. Après, la parole sera donnée à Katie. Donc, Irina, si vous pourriez recommander une action gouvernementale pour soutenir les systèmes agricoles régionaux, quelle serait l'action que vous allez recommander? Investir dans l'infrastructure régionale. Et je pense que Kent et Katie ont parlé par rapport à la concentration du marché. Nous avons de la concentration qui commence avec la propriété de terres agricoles. Nous savons que c'est la province qui détermine s'il y a des limites par rapport à la taille de l'exploitation agricole que vous pouvez acheter. Sinon, vous avez des entreprises d'investissement qui achètent de la terre agricole en grande quantité. Et c'est quelque chose que vous pouvez voir. Vous pouvez voir cet argent, cette concentration de pouvoir dans tout le système. Et la manière de changer cela, c'est d'offrir du soutien matériel et physique
qui permet à de nouveaux entrepreneurs et des entrepreneurs actuels qui essayent de créer des entreprises qui ont de la réussite, des espaces pour le faire. Et donc, je pense à un producteur ici à Ottawa qui s'appelle North House Foods, qui est une petite entreprise, je pense au moins de 40 employés travaillent là de manière permanente. L'infrastructure qu'ils ont pour produire des aliments qui se retrouvent dans des chaînes d'épicerie et ceci aussi de créer des infrastructures pour aider d'autres producteurs agricoles. Cela leur coûte des millions de dollars d'investissement, mais je pense que créer ces espaces pour les producteurs agricoles pour qu'ils créent ces entreprises et puis se soutenir mutuellement, je pense que c'est important. Donc, Katie, après ensuite, je vais passer la parole à Chris. Donc, quelle sera l'action que vous allez voir de la part du gouvernement? Donc, ce que Irene a dit, donc, de créer des structures régionales de co-création grâce à des politiques, des programmes qui vont permettre aux producteurs et aux transformateurs qui sont des experts dans leur industrie de pouvoir passer à l'échelle. Parce que nous sommes juste des facilitateurs. Je ne suis pas une productrice, et je ne suis pas une transformatrice. Et donc, ce sont les producteurs et les transformateurs agricoles qui sont des experts dans l'industrie, qui connaissent les ressources dont ils ont besoin. Nous devrons aussi réfléchir aux structures politiques et programmes et l'accès à la terre qui va leur permettre d'avoir une distribution des ressources, que ce soit une infrastructure financière, que ce soit de la terre agricole, que ce soit des incitatifs fiscaux, ça les aiderait à avoir ce genre de soutien. Chris, après Becky, une action gouvernementale. Donc, pour moi, et donc je vais répéter des thèmes similaires. Et c'est important de comprendre les différences de tout le monde, mais de venir à la table avec un état d'esprit ouvert et de comprendre que le progrès, c'est que la perfection peut empêcher le progrès. Donc, de favoriser le progrès par rapport à la perfection, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, et de s'asseoir ensemble autour de la table et de dire comment, donc, donc, c'est pas juste une seule personne qui va accomplir cela, ça va être une action collective, ça va être les communautés. Et donc, nous ne pouvons pas laisser la division interférer dans ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Nous devons trouver un moyen de travailler ensemble et de collaborer et de nous rassembler en groupe et aussi d'avoir un esprit ouvert et d'avoir le temps pour partager des passés. Peut-être que Irene et moi ne sommes pas d'accord sur tout, mais je pense qu'ensemble, nous pouvons accomplir des choses si nous écoutons ce que les autres sont en train de faire. Et je ne pense pas que nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas assis autour de la table ensemble. Ensuite, Becky, un point d'action pour vous. Donc, je vais changer un petit peu. Et je veux dire l'approvisionnement fédéral quand le gouvernement dépense de l'argent pour les programmes, les repas scolaires, les soutiens pour les aînés, les soutiens pour la nutrition, ce sont des argents qui sont investis et qui doivent être utilisés. Et je pense qu'il y a des jugements qui peuvent être faits là pour enlever des obstacles et créer des systèmes locaux. Et donc, je pense que ça, c'est important. Et donc, une question de suivi, vous avez parlé de dialogue et de travailler ensemble et que c'est quelque chose qui se produit dans notre environnement politique dans lequel nous vivons. Je pense que oui, de manière ironique, c'est un peu plus facile de vivre à DC. Nous voyons en fait des conversations des sénateurs et des députés et des personnes qui sont dans la même salle qui se parlent. Donc, je pense de manière très étrange, je suis un peu plus optimiste maintenant. Euh, Maintenant que je suis à Washington, au lieu d'entendre parler de ces conversations en vivant en dehors de Washington, cela existe. C'est une colline qui est difficile à franchir, mais il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les espaces appropriés et je crois que c'est un défi, mais il y a beaucoup d'excellentes conversations et des gens qui essayent de leur faire de leur mieux pour que cela se produise. Donc, avec tout ce qui se passe dans le monde, cela fait plaisir d'entendre parler de cet optimisme. Donc, Kent, la parole est à vous. Donc, d'après vous, quelle est une action gouvernementale que vous allez recommander? Moi, j'espère que les décideurs politiques vont pouvoir reconnaître que notre notre système agroalimentaire international n'est pas naturel. Cela s'est produit à cause de politiques et de nos stratégies économiques et ils doivent réfléchir euh, pour identifier quelles sont les politiques qui vont créer un environnement économique qui permettront
aux systèmes alimentaires régionaux de s'épanouir. Et je pense surtout cet élément de l'intermédiaire manquant. Nous avons des consommateurs, nous avons des producteurs, nous avons besoin de cet intermédiaire et c'est une politique de développement économique qui vont permettre à cela d'arriver. Parfait. Merci beaucoup pour cela, Kent. Et donc, nous avons besoin de tous les acteurs pour avoir un système alimentaire qui soit résilient et prospère et qui réponde à tous les besoins. Je pense qu'avant, le système alimentaire, on pensait que c'était juste de mettre de la nourriture sur la table, mais maintenant, cela implique la santé, le bien-être, la prospérité économique, la durabilité, et c'est très difficile d'incorporer cela dans un système complexe et très économique. Donc, j'apprécie votre participation à tout le monde. Donc, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Euh, Veuillez noter que l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ICPA. Vous pouvez vous joindre à notre bulletin mensuel de l'ICPA. Et encore merci et merci encore à l'Association des petits producteurs agroalimentaires parce qu'ils ont rendu l'événement possible et merci pour le travail qu'ils font pour promouvoir des solutions et répondre à cette problématique qui